Voilà, moi c'est peut-être un peu comme ça que j'argumenterai pour Gobert face à Wembanyama, mais je pense que le plus important, et je pense que vous l'avez compris, c'est qu'on a fait un podcast de 3 heures pour plonger au cœur des stats de Wembanyama. Non, c'est pas vrai. Là, on est à quoi, 1h30, même pas sur les stats. C'est que 1h30. Mais non, ça fait 1h30 qu'on parle de stats de Wembanyama. En fait, vous vous rendez compte au final que ça n'existe pas, les stats parfaites. Et même, ça n'existe pas une stat qui est complètement satisfaisante, même sans être parfaite. On a énuméré les all-in-one, on a énuméré le on-off, qui peut être trompeur, tout autant trompeur, même si trompeur un peu plus sournois, parfois même, on pourrait dire. On a énuméré aussi des stats de on-court, on a énuméré des stats de protection du panier, de fréquence d'intimidation au panier. Au final, vous voyez que dans chaque stat que j'ai énuméré, on parle tactique. On parle tactique. On parle de jeu. Parce qu'en fait, les stats ne sont qu'une information d'un événement ou de plusieurs événements compilés qui se passent sur le terrain. Mais je trouve que l'erreur à faire, c'est de les prendre au pied de la lettre et de ne pas réfléchir dessus. Ce ne sont que des informations. Et donc maintenant, c'est à nous, qui voyons le terrain, qui l'analysons, qui faisons des débriefs tactiques et qui savons ce qui se passe sur le terrain, c'est à nous à voir, est-ce que l'information qui est factuelle, de toute façon, une mesure est une mesure, mais est-ce que l'information est intéressante ou pas? Comme dit, le on-off de KCP, il est factuel, il est vrai. En effet, l'équipe, elle est à ce point meilleure avec lui que sans lui. C'est factuel, le chiffre. Mais le plus important, c'est pas le côté véridique ou factuel du chiffre, c'est d'interroger si le chiffre est pertinent. Et si l'information qu'on associe de suite et qu'on sous-entend de suite ou qu'on imagine de suite, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Parce que si je vous dis KCP a le deuxième on-off de NBA, vous allez de suite, intuitivement, vous pensez ça veut dire qu'il a le deuxième plus gros différentiel, c'est un des plus impactants. Alors que, en fait, le principal dans les stats, c'est de s'interroger de quoi on parle et est-ce que c'est pour de vrai? Vraiment, c'est ça. Je pense que vous l'avez vu, hein, sur chaque stat dont on a parlé aujourd'hui, on a parlé tactique, on a parlé de jeu, et en fait, on a remis en question chaque chiffre pour essayer d'interroger est-ce que ça valait le coup ou pas. Première conclusion, et deuxième, malheureusement, c'est qu'on a passé plus d'1h30 sur les stats pour au final faire le bilan que, en fait, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Pardon, je le répète, mais en fait, on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Voilà, dédicace Socrate. On en revient toujours à lui, hein, forcément, de toute façon. Mais non, mais tout ce qu'on sait, à la fin, quand on étudie et qu'on dissèque les stats, à la fin, on ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas avec exactitude. Parce que là, sur notre chemin, là, sur notre odyssée des stats, on a ramassé quelques éléments intéressants quand même. On a ramassé quelques informations relativement intéressantes. Pas parfaites, pas définitives, mais un peu intéressantes. Mais la finalité, est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous pensez est-ce que j'ai réussi à vous présenter une preuve irréfutable avec des chiffres, avec des stats, avec des analytics? Non, en fait. Parce qu'on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut vraiment pas. C'est là est toute la subtilité. C'est que il n'y a pas à être anti-stat ou pro-stat, en fait. Ou pro-stat. Pardon. Ça va plaire à certains. Ça. Non, mais il n'y a pas à être... Il n'y a pas à être anti-stat ou totalement ou pro-stat totalement, ça ne veut rien dire. Moi, je trouve ça tout aussi ridicule, les gens qui disent les stats, ça ne veut rien dire, c'est nul complètement, tout autant que les gens qui prennent un peu au pied de la lettre, parfois certains chiffres, certains modèles, certains on-off, certains all-in-one, et qui extrapolent à partir de là en les prenant au pied de la lettre, quoi. Je pense vraiment, je suis désolé pour cette conclusion, mais conclusion numéro 1, chaque stat est en fait un moyen de parler de jeu et de se questionner, de savoir si un chiffre est bon. En fait, ça en revient à parler de jeu et de tactique, parce que c'est ça l'intérêt. Et deuxièmement, c'est qu'en fait, on ne sait pas. On arrive en fin de podcast et je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire lequel des deux est meilleur. J'en suis désolé, d'ailleurs, au passage. J'espère que vous vous sentez pas un peu trahi, un peu trompé. J'espère au moins que vous aurez apprécié un peu peut-être la valeur de démocratisation de certains concepts, certaines stats, etc. Au moins la démarche, peut-être. J'espère que vous n'êtes pas floué, que vous m'en voulez pas, hein, s'il vous plaît. Mais voilà. On peut pas mesurer précisément. On peut pas. Et encore moins avec des stats. C'est toute la beauté du truc aussi. Pardon, hein, pour le quart d'heure philosophie et poétique, mais
c'est aussi toute la beauté, c'est que c'est le débat éternel, qui sera éternel de la valeur sportive. Là, on a parlé de la valeur défensive, mais la valeur sportive. Enfin, on a fait en 2022, on a fait l'été 2022, notre saga d'intersaison, c'était faire un top 100 des années 2010. Bon, ben on a passé 50 heures au total à classer des gens, mais en fait, le classement était un prétexte. En fait, c'était un moyen de disserter sur la valeur sportive, parce qu'en plus, on est dans une NBA qui n'arrête pas d'évoluer. Donc, il y a toujours à remettre en question chaque stat, parce que chaque stat en 2024 n'est pas faite comme en 2014. Les chiffres de protection du panier de Roy Hibbert en 2014, ils sont pas à mettre sur le même plan que Wembanyama, que Gobert, parce qu'on parle pas de la même chose, on parle pas des mêmes... certes, il y a un événement qui est mesuré, mais c'est pas le même événement avant l'action, en amont de l'action. Donc il y a ça, il y a le fait qu'il faut parler de tactique avant tout et surtout que les stats, en fait, c'est juste un outil, c'est des informations, mais c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Et puis on a ce truc de, non, en fait, on peut pas, moi je ne peux pas vous présenter une preuve formelle et définitive avec les stats. En fait, il faut retenir que les statistiques, ce sont des marqueurs. Plus que des outils, en fait, ce sont des marqueurs. Mais non, c'est à nous à savoir des marqueurs de quoi, et ce sont des marqueurs qui racontent quoi exactement. Ce sont des marqueurs de quoi, il faut s'interroger sur, ok, ce chiffre, qu'est-ce qu'il reflète? Qu'est-ce qu'il va chercher comme information? Qu'est-ce qu'il me donne? Premièrement, qu'est-ce que c'est un marqueur de quoi? Et deuxièmement, est-ce que c'est réel ce que ça me raconte? Est-ce que vraiment, oui, est-ce que l'information qu'on me donne, une fois que j'ai compris quelle était l'information, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une donnée qui a du sens ou pas? Ou est-ce que c'est juste, voilà, c'est un chiffre comme ça, mais qui n'a pas de sens? Du genre le on-off d'un role-player, par exemple. Donc, une réponse définitive par les stats, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Et surtout, en plus, avec la défense. La défense est d'autant plus complexe de mesurer tout ça parce que y a encore moins de marqueurs. Comme dit, les stats, ce sont des informations, ce sont des marqueurs d'événements qui se passent sur le terrain. En défense, on a encore moins de ces marqueurs-là. Parce qu'en attaque, le joueur est proactif. Il a la balle entre les mains. Donc déjà, c'est lui qui agit. Donc l'influence du joueur sur son chiffre va être plus grande parce qu'il y a ce côté proactif. Donc c'est lui qui décide un peu. Contrairement à la défense où on n'est pas proactif, on est passif. Et puis deuxièmement, en attaque, il y a beaucoup plus d'événements qui sont justement mesurables et quantifiables. Il y a beaucoup plus de marqueurs. Il y a le nombre de touches de balle, il y a l'efficacité, il y a tel tir qui est pris, qui est marqué, qui est tenté, il y a tel assist, il y a des tonnes et des tonnes de marqueurs en attaque. En défense, premièrement, tu n'es pas proactif, donc tu dépends de ce que fait l'adversaire. Et puis on n'a pas autant d'événements qui se passent sur le terrain. Comme on dit, une défense qui a du succès, on lit le succès dans surtout ce que ne fait pas bien l'adversaire. En fait, on lit ça presque en symétrie des marqueurs offensifs adverses, en un sens. Mais sauf qu'on ne peut pas prendre tous les marqueurs adverses. Si vous regardez, je sais pas moi, le pourcentage, ah tiens, lui, dans le périmètre, il arrive à défendre les joueurs avec tel pourcentage. Non, c'est pas pertinent non plus, quoi. Donc en plus, autant le marqueur pour l'attaque, l'efficacité du joueur, c'est intéressant. Pour la défense, non. Le côté, tiens, lui, il arrive, face à lui, les joueurs shootent à 37% à 3 points plutôt qu'à 36 ou 35. Non, ça veut rien dire, c'est un peu du côté aléatoire là aussi. Bon, bref, on va pas ouvrir cette parenthèse, mais non seulement on lit le succès dans le manque de succès adverse, mais en plus, tous les marqueurs qu'on a en attaque ne se transposent pas en défense. Ils sont pas tous pertinents pour la défense. Donc c'est un peu un problème. Et encore là, Wembanyama et Gobert, là encore, c'est un peu, c'est la folie là, Wembanyama et Gobert. Mais attendez, on a des cas encore plus compliqués. Les cas de Draymond Green, Anthony Davis, Bam Adebayo, qui, encore une fois, pour moi, individuellement, sont dans le top 5 des meilleurs défenseurs de NBA, nettement, très nettement. Mais comment est-ce qu'on fait pour mesurer tout ça? Parce que, au moins avec Wembanyama ou avec Brook Lopez ou avec Gobert, c'est des protecteurs de cercle. Donc on a au moins le marqueur de au panier. L'efficacité au panier, la fréquence au panier, les fautes, les rebonds aussi. Gros marqueur. Mais comment est-ce qu'on fait pour des défenses en switch? Vraie question, hein. Pour un défenseur en switch et une défense en switch qui a des schémas un peu plus dynamiques, où le défenseur peut être un peu partout, et beaucoup moins centré dans une zone quantifiable et beaucoup plus simple, c'est compliqué, hein.
C'est très compliqué de mesurer l'impact avec l'impact de Draymond Green dans une défense des Warriors qui bouge partout, ou de mesurer l'impact de Anthony Davis ou de Bam Adebayo dans une défense du Heat qui fait du switch partout. Parce qu'on n'aura pas des marqueurs qui vont ressortir. Si vous voulez, une défense de drop avec un gros protecteur de panier classique, ça veut dire le rebond va être protégé, donc indicateur intéressant, le nombre de fautes, évidemment, l'efficacité au panier. Voilà, gros marqueur, simple, en un coup d'œil, on peut le voir, grosso modo. Avec une défense dynamique, parfois c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et même au niveau des différentiels on-off ou on-court, ça ne raconte rien, parce que si ça se trouve, il y a des schémas qui sont bien exécutés en termes de switch. Il y a quand même un tir qui est concédé au panier, ou alors il y a un tir qui est concédé et qui est rentré au panier, mais Bam Adebayo, il est dans l'autre corner parce qu'il il est sur un switch. Enfin bref, encore, là, on a parlé d'un cas simple, Wembanyama Gobert, mais imaginez le cas de Draymond Green, imaginez le cas de Bam Adebayo, et de schémas complètement différents. C'est encore plus compliqué, parce que on a encore moins de marqueurs, encore moins de marqueurs fiables, parce que ça bouge partout et qu'on ne sait pas où regarder, quoi. Ça peut un peu influencer au panier, ça peut un peu influencer le nombre de turnovers, mais c'est pas qu'un joueur, le nombre de turnovers d'une équipe en défense, telle zone du terrain, enfin, c'est vraiment, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, voilà, retenir que les stats, c'est pas parfait, c'est un outil, ce sont des marqueurs, mais c'est pas parfait. Au final, pour bien parler de stats, en fait, il faut parler de tactique, il faut parler de jeu. Ça me paraît impensable que quelqu'un vienne et fasse un argumentaire statistique pour Wembanyama sans parler de jeu, et sans parler de qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, son rôle sur le terrain, les coéquipiers qu'il a autour. Enfin, on ne peut pas expliquer une stat et un chiffre sans expliquer tout ce qu'il y a autour, et qu'est-ce qui a donné la stat. Et puis deuxièmement, Socrate, dédicace Socrate. Je crois que j'avais déjà fait un podcast dédicace Voltaire et Candide sur le biais de jeunisme. Mais bref, si ça vous intéresse, je crois qu'on était autour de l'épisode 45, un truc comme ça. Mais non, dédicace à Socrate cette fois. Bah oui, en fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. On ne peut pas avoir d'exactitude de stats, alors que c'est vrai que parfois, ce qui est vendu, c'est les stats, c'est précis, les stats, c'est factuel. Oui, c'est factuel, mais factuel ne veut pas dire exact. Le chiffre est factuel, mais ça ne veut pas dire que l'idée derrière est exacte. Donc voilà, c'est le malheur. C'est notre malheur, c'est que plus on s'y intéresse aux stats, plus on découvre que celle-là est intéressante, celle-là est beaucoup moins intéressante, celle-là a telle faiblesse, celle-là a telle faiblesse, et que voilà, au final, on n'a pas de stats parfaites, on n'a pas de all-in-one parfait, on n'a rien, et en fait, il faut juste creuser. Il faut creuser œil à la main, c'est bizarre cette phrase, œil à la main et stats à la main, en fait. Il faut mélanger les deux. C'est bon, pardon pour cette conclusion totalement débile qui a été déjà répétée 14 000 fois, mais ça me paraît impensable de faire l'un ou l'autre de manière séparée. Pour finir, tout de même, pour vous donner quand même mon avis, je penche quand même pour Gobert, moi, cette année. Je penche pour Gobert en valeur cumulée, on va dire, à la fois en termes de... il a été très bon dès le début de saison, pas comme Wembanyama. Sans doute qu'il y a un facteur intimidation et efficacité au panier où il est un peu meilleur, je trouve. Et puis, même sans ça, même si les deux étaient au même niveau, il a aussi été plus optimisé par une équipe d'élite. Et donc, par conséquent, ça donne un rendu final qui est plus grand, parce que un joueur qui est plus optimisé, ça donne plus de valeur. On arrive à gratter plus de valeur. On arrive à mieux exploiter. Donc voilà, je dirais sur le niveau actuellement, Gobert. Sur le potentiel, oui, on peut le donner à Wembanyama, mais voilà. Voilà la conclusion, sans certitude, mais c'est un peu mon avis. Un peu de ce que j'ai vu à la fois tactiquement, et on peut creuser les chiffres, et etc., etc. Mais je pencherai Gobert pour cette année. Je pencherai vraiment pour Gobert, qui fait une saison extraordinaire, qui d'ailleurs, on pensait qu'il était dans son prime il y a quelques années, mais je pense qu'il y est toujours. Je pense qu'il y est toujours, et je me demande à quel point il n'est pas meilleur. À quel point il n'est pas meilleur actuellement en Gobert que la version du Jazz où je suis retombé sur des matchs là, il n'y a pas longtemps, des matchs du Jazz entre 2017 et 2020, et même en 2020 encore, un match contre Denver notamment, où d'ailleurs je me souviens, j'avais fait un tweet à l'époque en disant regardez ce close-out, etc. Mais le Gobert du Jazz, même en 2020 encore, donc assez tard, il a un niveau de mobilité qui était des années-lumière de ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il faut se rendre compte de à quel point Gobert, qui pourtant était déjà en 2017 et jusqu'en 2020 déjà un défenseur, un des meilleurs de l'histoire, et un défenseur transcendant et tout ce qu'on veut, mais depuis là, en 2024, on a un niveau de mobilité qui est phénoménal et qu'on n'avait pas avant. J'exagère un peu, je caricature, mais on va dire qu'au Jazz, on était plus dans la version très grand, le grand mec de drop, mais assez peu mobile, quoi. Là, on a atteint un niveau de développement et de conditionnement physique qui est bluffant. Et
je pense que c'est pas du gadget. C'est pas du gadget parce que dans le jeu moderne, il y a beaucoup plus d'espace. Et même comme dit, hein, j'ai fait un podcast sur l'évolution offensive, la révolution qu'on n'a pas vu venir, c'est-à-dire entre 2020 et 2024, les scores d'offensive rating vont exploser. Et ça recoupe un peu avec tactiquement le fait que les 5-out complets ou de qualité explosent aussi. Donc il y a plus d'espace, même comparé à 2020. Donc c'est pas du gadget. Je pense que Gobert, il arrive aussi à survivre, à être toujours le meilleur ou un des 2 ou 3 meilleurs de NBA grâce à cette mobilité. Je suis pas sûr que le Gobert moins mobile de 2020 aurait été aussi transcendant qu'il l'était en 2018 ou 2020. Donc voilà, moi je suis bluffé par Gobert, qui est absolument fantastique défensivement, par la présence au panier, l'intimidation, partout en fait. Partout, et je le donnerai à Gobert. Est-ce que je suis sûr de moi ? Non. Non, pas du tout. Est-ce que je suis sûr que Wembanyama est moins fort ou a eu moins d'impact ? Pas du tout. Est-ce que je suis sûr que Draymond Green, finalement, lui-même n'a pas créé un différentiel qui était tout aussi bon, voire meilleur chez les Warriors, même si les stats, même si le rendu collectif global est moins bas, mais à quel point est-ce que lui-même n'a pas plus de valeur ? Je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Après, bon, Draymond, heureusement, il a manqué des matchs, donc on peut le disqualifier là-dessus. Mais ouais, Adebayo, pareil, hein, même raisonnement que Draymond. Est-ce que je suis sûr que Adebayo a vraiment été moins bon ? Non, je suis sûr de rien. Mais c'est tout le jeu de la valeur. Tout le jeu de mesurer la valeur, c'est que justement, on est dans une mesure. On n'est pas dans un calcul. Et oui, un peu de sémantique pour finir. Après, je vous laisse, promis, mais on est dans une mesure. On est vraiment dans une mesure, on n'est pas dans un calcul précis. Donc, c'est tout le jeu. C'est qu'on n'est jamais sûr. Mais je suis quand même assez confiant dans mon avis. Hein. Je sais que je peux avoir tort et je sais qu'il y a une marge d'erreur, mais je suis assez confiant pour dire que j'aurai Gobert en 1, peut-être Wemby en 2 cette année. Après, je sais pas si je ferai l'an prochain un podcast de 3 heures non plus pour ça. Mais j'ai hâte de voir l'an prochain, parce qu'il est possible que mieux entouré, mieux coaché, et avec plus de professionnalisme et de compétences autour de lui, c'est pas impossible que le 2025 déjà appartienne à Wembanyama. Donc pour ça, rendez-vous dans quelques mois. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.